Le Premier ministre félicite le secteur privé pour son engagement à approvisionner correctement et de façon régulière les marchés en produits de grande consommation. Le général de division Abdoulaye Maïga l'a dit cet après-midi au cours de la réunion mensuelle de concertation entre le secteur public et privé. Le ministre en charge des Transports et son collègue de l'économie et des finances ont rencontré hier les compagnies aériennes. Les échanges ont porté sur la perturbation dans la fourniture des aéroports du Mali en kérosène. Le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter de telles situations. Bonne nouvelle pour le monde de la culture. La VOC Assurance Volontaire pour la Culture est désormais opérationnelle au Mali. Nos artistes et artisans pourront donc bénéficier d'une pension en cas de maladie ou en fin de carrière. C'est là après seulement 6 mois de cotisation. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé ce matin le Conseil des ministres dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kone, bonsoir. Bonsoir Barakissa, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications. Oui, au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres A. de la participation des Aiglonnais à la CAN U17 au Maroc. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans a brillamment participé à la Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie organisée au Maroc du 28 mars au 19 avril 2025. Elle a terminé sur le podium en obtenant la médaille d'argent à l'issue de la séance des tirs au but face au pays organisateur. Cette formation nationale est qualifiée pour la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue au Qatar au mois de novembre 2025. Le ministère en charge des sports, en rapport avec la Fédération malienne de football, prendra les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure participation de notre sélection nationale à cette Coupe du monde. B. De la participation du Mali au Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies, ECOSOC Youth 2025. Le forum annuel de la jeunesse tenu du 15 au 17 avril 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique, a regroupé des décideurs et des jeunes leaders du monde entier sur le thème « Les jeunes à l'avant-garde » pour promouvoir des solutions durables et inclusives fondées sur la science et les données probantes pour le développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable afin de ne laisser personne de côté. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, au cours des sessions, a mis l'accent sur les initiatives du gouvernement en faveur de la jeunesse pour l'accès au financement, la création d'emplois, la participation des jeunes à la prise de décision et leur forte mobilisation à travers des activités citoyennes et d'investissement humain. La participation du Mali à ce forum a permis d'élargir le réseau de partenaires pouvant accompagner les efforts du gouvernement en faveur des jeunes. 2. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres A. de la signature d'une convention relative à l'assurance volontaire pour la culture. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Institut national de prévoyance sociale, ont initié l'assurance volontaire pour la culture, conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, qui préconise l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. L'assurance volontaire pour la culture est un régime de prévoyance sociale spécifique aux acteurs privés des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme qui offrira des facilités aux assurés. Cette initiative qui vise à atteindre 1 million d'acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme par an contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des bénéficiaires. B. De l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Instituée par le décret numéro 2025-0036 PTRM du 27 janvier 2025, la Biennale artistique et culturelle est la plus grande manifestation artistique et culturelle
organisé par l'État qui met en compétition l'ensemble des 19 régions et les districts de Bamako dans plusieurs disciplines artistiques et culturelles comme la pièce de théâtre, l'orchestre, le ballet, la danse traditionnelle, le chœur, le solo de chant et l'exposition d'objets d'art. La Biennale artistique et culturelle 2025 se déroulera en 3 phases. La phase locale se tiendra au mois de juillet. La phase régionale se déroulera au mois de septembre. La phase nationale est prévue pour le mois de décembre. L'édition 2025, qui se tiendra à Tombouctou, sera placée sous les signes de l'année de la culture, avec pour thème la culture, socle pour l'ancrage de la 4e République. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakisa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Kone. Et nous poursuivons avec ce journal. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a présidé cet après-midi la 5e réunion mensuelle de concertation entre le secteur public et privé. L'objectif est de nouer un partenariat fécond entre ces deux secteurs afin d'assurer une prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social du Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga a réitéré sa gratitude à l'ensemble du secteur privé pour l'approvisionnement correct et régulier des marchés en denrées de première nécessité. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. Cette 5e réunion mensuelle du cadre de concertation secteur public-secteur privé qui se tient au lendemain de la fête du Ramadan a tout d'abord salué l'approvisionnement correct et régulier de l'ensemble des marchés du pays en denrées de première nécessité pendant les mois de Ramadan et de Carême. Le mois de Ramadan s'est passé cette année dans un cadre apaisé, sans vraiment beaucoup de difficultés. Et c'est là que je tiens à rendre un vibrant hommage et adresser tous nos remerciements à l'ensemble des composants du secteur privé qui ont contribué à assurer l'approvisionnement correct de notre pays pendant ce mois béni de Ramadan. Alors, sur la base de la présentation qui a été faite de la matrice des réformes structurelles qui seront de nature à améliorer le climat des affaires, à favoriser l'investissement, à assurer une croissance économique forte et durable, cette matrice stabilisée a fait l'objet donc d'une répartition entre les différents départements ministériels en fonction de l'ancrage institutionnel de chaque composant du secteur privé. Le chef du gouvernement a réitéré sa profonde gratitude à l'ensemble des acteurs du secteur privé pour la résilience, mais aussi pour la création d'emplois et l'approvisionnement correct du pays, singulièrement en denrées de première nécessité. Votre présence en grand nombre, et cela depuis la mise en place du cadre de concertation, témoigne encore de l'intérêt grandissant que vous ne cessez d'accorder à la nouvelle dynamique créée entre les secteurs publics et privés pour examiner des préoccupations fondamentales et d'y apporter des solutions appropriées. Nos différentes rencontres m'offrent toujours l'occasion de vous demander de maintenir le cap afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans la lettre de cadrage qui m'a adressé plus particulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et l'axe 6 relatif à l'apaisement du climat social. De l'exposé du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il ressort que sur les 14 mesures prioritaires, 7 ont été réalisées, 4 en cours et 3 sont en attente d'exécution. La réunion a été l'occasion pour les représentants du secteur privé d'exprimer leurs préoccupations, des préoccupations auxquelles des réponses ont été apportées. Et c'est communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 24 avril 2025 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès verbal, délibération sur les projets de loi, 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne
compréhension de tous. Rencontre d'échange sur la perturbation dans la fourniture des aéroports du Mali en jet A1, entendu par là le kérosène. Le ministre en charge des Transports et son collègue de l'économie et des finances ont fait appel aux compagnies aériennes pour situer les responsabilités et prendre des mesures afin d'éviter la restriction du nombre et de la fréquence des vols, des faits qui entravent la desserte en matière d'aviation civile, un pan important de la mobilité et un apport considérable pour l'économie. Des contrats scellés entre ces compagnies et les fournisseurs à l'insu de l'État qui en paye les frais en cas de rupture. Sira Batili nous fait le point. Un éclairci et des mesures urgentes pour soutenir les ailes de l'aviation civile pour une desserte à hauteur de souhait au Mali. L'État du Mali prend le taureau par ses cornes afin de remédier à la perturbation dans l'approvisionnement du jet A1 aux aéroports du Mali. Le ministre en charge des Transports, celui de l'économie et des finances ont échangé avec les compagnies aériennes pour situer les points de dysfonctionnement dans la fourniture du kérosène aux aéroports du Mali. Cette réunion était plus qu'une nécessité parce que depuis quelques temps, nous sommes confrontés à un problème, c'est-à-dire c'est l'avitaillement des aéroports du Mali en jet A1. Ces compagnies ont eu à faire des restrictions sur les vols. On devait se mettre à table, discuter pour voir là où le problème se situe. Maintenant, après la rencontre de cet après-midi, je crois que ce soit les compagnies, que ce soit nous, ministères avec nos services techniques, on a pu situer la responsabilité et après des dispositions seront prises pour pouvoir régulièrement ravitailler les aéroports du Mali en jet. La fourniture du jet A1 se fait sur contrat entre les compagnies aériennes et les fournisseurs directement sans intervention de l'État. Mais en cas de retard ou de rupture dans l'approvisionnement, les effets sont immédiats sur le trafic aérien, un coût à l'économie, d'où la nécessité pour l'État d'intervenir. On a constaté que des compagnies aériennes lancent des appels d'offres internationaux et recrutent leurs fournisseurs sans que l'État ne soit impliqué et l'État n'a un mot à dire. Mais une fois que le fournisseur n'est pas en capacité de mettre les jets à la disposition de la compagnie, les Maliens qui doivent venir ou quitter le Mali ont des petits soucis. Des mesures ont été prises, même si c'est des mesures à court terme, c'est-à-dire des textes réglementaires en la matière existaient. Donc on va procéder à des révisions de ces textes pour pouvoir prendre en charge tous les dysfonctionnements ou bien tout ce que nous avons eu comme difficulté dans la mise en œuvre des premiers textes. La rencontre a donc permis de mettre sur table tous les problèmes liés à l'approvisionnement en carburant et de lever tout équivoque quant à la pénurie de carburant. Les compagnies se disent rassurées. Les ministres du département nous ont rassurés que dorénavant le problème sera résolu et que des dispositions aussi seront prises très rapidement pour que dans un court délai, les ravitaillements au niveau de l'aéroport soient ce qu'on nous souhaite tous en tant que compagnie aérienne. L'État n'a rien à voir avec ce problème. C'était juste un problème qui était au niveau des fournisseurs et ils nous ont proposé des solutions adéquates pour pouvoir résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Nous sortons vraiment très très rassurés de cette réunion. Pour rappel, la consommation journalière en kérosène pour les aéroports du Mali est estimée à 200 000 litres et l'évaluation donne 5 à 6 millions de litres de kérosène par mois pour garantir le trafic des vols programmés. Bonne nouvelle pour les artistes et artisans. Ils pourront désormais bénéficier de l'AVOC, assurance volontaire pour la culture. Il s'agit d'une assurance spéciale qui respecte les lois et qui permet aux artistes en cas de maladie ou en fin de carrière d'avoir une pension relative à leur cotisation. Le lancement de l'opération a réuni à Bamako le ministre en charge de la culture et des autres membres du gouvernement. Le reportage de Batraouri. L'AVOC, l'assurance volontaire pour la culture, est désormais une réalité au Mali. Elle vise à soutenir les artistes, artisans ou comédiens qui tombent le plus souvent dans la précarité lorsqu'ils vieillissent ou lorsqu'ils sont malades ou en fin de carrière. Il s'agit d'une assurance spéciale pour le monde de la culture au Mali. Il n'y aura pas de nouvelles règles. On va simplement faire des facilités pour enrôler, des facilités pour recevoir de l'argent, des facilités pour payer les prestations. Et ce qui fait que on l'a adapté à ce monde spécifique qui est un monde en perpétuelle mutation. Autrement dit, un monde qui est instable.
Et en raison de cette instabilité-là, on a trouvé ce produit spécifique. L'année de la culture a été une bonne opportunité pour nous, le secteur de l'artisanat. Nos vieux artisans, tous ceux qui ont dépassé les 45 ans, ne pouvaient pas être pris en charge. L'amour s'arrêtait à 45 ans. On attend le RAMI. Mais c'est dans cette opportunité, ton enfant peut s'inscrire et prendre ses parents en charge. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Par la signature de cette convention, le ministre en charge de la Santé et celui en charge de la Culture veulent élargir le champ de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Cette convention servira non seulement de cadre, mais également de tremplin pour la couverture sociale des acteurs du monde de la culture dans notre pays à travers l'assurance volontaire. C'est pourquoi mon département s'est engagé à soutenir et accompagner cette belle initiative qui cadre parfaitement avec la décision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, de déclarer 2025 comme l'année dédiée à la culture dans notre cher pays. Nous avons bien dit que 2025 va être l'année de l'amour partagé. Ça va être l'année de la solidarité, ça va être l'année de la protection des artistes et des artisans, ça va être l'année de l'artisan, ça va être l'année de l'acteur du tourisme. Et c'est ce qui a commencé. Et pour soutenir les talents, pour revitaliser les territoires, qui revitalise les territoires? C'est les artistes et les artisans. Ils ont besoin d'abord d'être sécurisés. Le premier enrôlement effectué à la fin de la cérémonie ouvre la voie aux membres qui pourront récolter les fruits après seulement 6 mois de cotisation selon les responsables de l'AVOC. Deux nouveaux fourrages s'ajoutent à la liste des œuvres sociales du président de la transition. Ils ont été mis à la disposition des populations de Yirimadio, Yorojambougou et Yirimadio Plateau par les conseillers spéciaux du président de la transition chargé des œuvres sociales. Les bénéficiaires ont remercié le chef de l'État pour cette initiative qui permet d'atténuer leurs souffrances. Daouda Koni. Institué depuis 2021, cet élan de solidarité vient de soulager les apprenants de l'Institut franco-arabe Imam Tidjane Koné et toute la population de Yirimadio Yorojambougou qui faisait de longues distances pour se procurer l'eau potable. Cette corvée est désormais un mauvais souvenir puisque le 416e fourrage vient d'être inauguré chez eux. On partait jusqu'à Sirakoro pour chercher de l'eau. Cela nous fatiguait. Aujourd'hui, tout cela est fini. Nous saluons le général d'armée Assimi Goïta qui a pensé à nous. La population de Yirimadio Plateau a également reçu officiellement son fourrage. Le 417e des œuvres sociales du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Nous sommes submergés par la joie. Avoir ce fourrage est une aubaine pour nous femmes de cette localité de Yirimadio. On en avait besoin. Prendre soin de ces fourrages est la meilleure des réponses pour remercier le chef de l'État. On sait que quand on a l'eau potable, ça évite beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de maladies liées à l'eau. Dire aux bénéficiaires de ces fourrages-là encore qu'ils prennent soin de ces fourrages afin que d'autres Maliens puissent bénéficier d'autres fourrages et que d'autres Maliens puissent imiter le président de la transition. Si à Yirimadio Plateau, une attestation de reconnaissance a été remise par les femmes du groupe La Lumière au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, pour avoir pensé à elle. Les femmes de l'association Benkadi de Yirimadio Yorojambougou ont offert une tasse de haricots à Agibou Dambélé, son conseiller spécial, pour son implication sans faille dans la mise en œuvre de cette action de bienfaisance. Les États généraux du sport s'ouvrent demain à Bamako, une initiative du ministère en charge des sports qui bénéficie de l'assentiment de l'ensemble des acteurs. Les assises de 2 jours doivent permettre aux acteurs de faire le diagnostic des problèmes qui entravent le développement du sport dans certaines disciplines. À quelques heures de l'ouverture de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, revient sur les enjeux au micro de Abdul Karim Kaba. Les États généraux du sport aujourd'hui sont organisés sous la haute présidence du président de la transition.
Il s'agit d'une instruction du président de la transition pour aujourd'hui faire le point sur l'état d'avancement du sport du Mali. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer le bilan. Il y a eu beaucoup d'acquis, il y a énormément de défis. Voir comment le sport malien peut se projeter. Et nous sommes très heureux de l'organisation de ces états généraux du sport, parce que nous avons tous les acteurs qui sont réunis autour de ce projet-là. Cela a commencé au niveau des régions, où il y a eu des concertations, au niveau des différents acteurs du sport. Il y a eu également une consultation à travers certains acteurs qui ont fait des contributions au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes à la phase nationale. C'est la phase qui va regrouper plusieurs autres acteurs qui vont statuer sur ce qui a été dit, qui vont apporter de nouveaux éléments certainement, qui vont discuter et débattre de certains de ces éléments. Mais la finalité, c'est comment aider aujourd'hui à développer davantage notre sport, à le rendre compétitif, à le rendre fort et respecté. Le Mali est une grande nation de sport. Et pour cela, je pense que tous les acteurs sont unanimes qu'il est impératif que nous puissions élever davantage notre sport à un niveau norme internationale pour qu'on soit encore beaucoup plus compétitif à l'extérieur. Et cela, nous avons aussi la mobilisation des anciens ministres qui sont venus, qui vont se rajouter à tous les autres acteurs du sport pour apporter leur expertise, leur expérience. Cela va aider aujourd'hui à ce que nous puissions avoir des documents qui vont sortir de ces états généraux. Et ces documents ne seront pas un document de plus. Ce serait un document qui va nous permettre à avancer, qui va être immédiatement opérationnel. Validation du manuel de fact-checking destiné au monde scolaire dans le cadre du projet FOCABIN. Le manuel a été présenté ce matin aux parties prenantes du monde scolaire à la faveur d'un atelier. La rencontre est organisée par le projet FOCABIN, le jalon partenaire de Search for Common Ground, le ministère de l'Éducation et le département en charge de la communication et de l'économie numérique. Mamadou Fani. Les fausses informations sont à la base de plusieurs tensions sociales et conflits à travers le monde. Le Mali n'échappe pas à cette désinformation, surtout en milieu scolaire. Search for Common Ground, à travers le projet FOCABIN, le département de l'éducation et celui de la communication se mobilisent pour lutter contre la propagation des fausses informations et des discours de haine pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Cet atelier de validation du manuel de fact-checking destiné au monde scolaire est une réponse à ce phénomène. Le document ainsi proposé à la validation a été conçu, partagé et amendé par Search et les partenaires de mise en œuvre du projet FOCABIN pour servir d'abord à initier les influenceurs communautaires au fact-checking afin de lutter contre la propagation des fausses informations et les discours de haine. Et nous pensons que ce manuel, qui va servir dans le milieu éducatif, mais aussi dans le milieu même des professionnels des médias, va permettre de pouvoir garantir cette pérennisation de cet outil. Les participants à cet atelier prendront connaissance de la structure pédagogique du manuel, des concepts clés et évalueront la cohérence des contenus proposés pour le monde scolaire. Ce que nous validons ici, c'est un investissement dans l'intelligence collective et la résilience sociale de notre nation. Je terminerai en réaffirmant l'engagement du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration à accompagner toutes les initiatives qui renforcent les capacités des citoyens à faire face aux défis de l'ère numérique. Au terme de cet atelier, le manuel sera validé avec des recommandations précises et l'adhésion des acteurs du secteur de l'éducation. Une feuille de route sera élaborée pour sa diffusion. Une trentaine de professionnels de médias de la région de Tombouctou et de Taoudéni renforcent leurs capacités sur le journalisme sensible au conflit. Cette formation est initiée par l'UNICEF en partenariat avec le projet de promotion de l'accès au financement, à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali, PAFEM. L'objectif est d'outiller ces acteurs à travers des stratégies de communication efficaces afin qu'ils puissent contribuer à l'apaisement dans les zones affectées par les conflits. Reportage Najim Baba Sissi, Abdoulaye Sissi.
Renforcer les connaissances des journalistes et personnels de médias des régions de Tombouctou et de Taoudéni sur les principes et bonnes pratiques de la communication sensible au conflit. L'utilisation adéquate des réseaux sociaux en période de crise afin de promouvoir le vivre ensemble à travers des cellules de communication des crises au niveau communal, local et régional. Ce sont là, entre autres objectifs recherchés par cette formation initiée par l'UNICEF en partenariat avec le projet de promotion de l'accès au financement, à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali, PAFEM. Cette initiative converge avec la vision des plus hautes autorités du pays, celle de permettre aux journalistes formés et sensibles au conflit dans la région d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, de traiter l'information de manière impartiale et de promouvoir la cohésion sociale. Ces outils objets du présent atelier permettront de développer et de diffuser des modules qui ont fait leur preuve dans d'autres zones de conflit en termes de prise en charge. 2 jours durant, la trentaine de journalistes sera formée sur les thématiques comme la communication sensible au conflit, le bon usage des réseaux sociaux en période de crise, le traitement de l'information par les médias locaux en période de crise et le vivre ensemble à travers des cellules de communication de crise. L'apaisement, la solidarité, la cohésion sociale, c'est aussi bénéfique pour nous. Pour notre part, nous resterons entièrement à votre écoute pour vous accompagner dans l'atteinte des objectifs assignés pour un mieux-être des populations de la région de Tombouctou. Pour rappel, le PAFEM est un projet du gouvernement du Mali financé par la Banque mondiale dont la composante 3 est mise en œuvre par l'UNICEF dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Remise vendredi dernier des documents stratégiques genre du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Il s'agit du rapport d'audit, du plan stratégique et de la revue annuelle. Les détails avec Daouda Koni. Conformément aux attentes des objectifs de développement durable ODD, l'égalité de genre est l'un des leviers essentiels pour garantir le droit à l'éducation. À ce titre, le gouvernement du Mali a fourni des efforts pour garantir l'égalité de genre dans le système éducatif. C'est pourquoi un audit genre a eu lieu en 2023 sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale et avec le soutien de l'UNICEF et du Canada. Le rapport de cet audit et 2 autres documents, à savoir le plan stratégique et la revue annuelle, ont été remis lors d'une cérémonie au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les recommandations issues de l'audit genre fourniront des leviers puissants pour intégrer de manière systématique l'approche genre dans chaque programme, politique et outil de gestion du ministère de l'Éducation nationale, pour veiller à systématiser la production d'un rapport annuel genre de manière à soutenir les plaidoyers et optimisations budgétaires en faveur de la scolarisation des filles. Seulement 5% des ressources prévues sont mobilisées à ce jour, soit à peine 0,6% des dépenses du ministère de l'Éducation nationale. Cette transmission vise à officialiser et à centraliser les efforts du ministère de l'Éducation nationale en matière de promotion du genre et permet une coordination nationale efficace. Elle vise également à assurer que la question de l'égalité du sexe, du genre, soit prise en compte par tous les acteurs. Des copies et des clés USB contenant la version électronique des documents ont également été remises aux invités. Initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali, IFE Mali, vient de clôturer officiellement la 3e édition de son projet phare Men for Women Champions 3.0. L'objectif est de promouvoir une masculinité positive, prévenir les violences basées sur le genre et renforcer l'autonomisation économique des femmes vulnérables en impliquant activement les hommes dans la défense des droits des femmes. Le projet est entièrement financé par l'ambassade du Royaume-Uni au Mali pour un budget global de 60 millions de francs CFA. Le point avec Fantama Manientao. Pendant plusieurs mois, ce projet de l'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali a rassemblé des hommes engagés dans la lutte pour l'égalité des genres et la promotion des droits des femmes au Mali. À ce jour, 120 femmes sont bénéficiaires du dit projet. Elles ont été outillées sur leurs droits fondamentaux et ont acquis des compétences techniques dans des activités génératrices de revenus telles que le maraîchage et la transformation agroalimentaire, entre autres.
À travers ce projet, nous avons beaucoup contribué à la sensibilisation des hommes par rapport à la masculinité positive. Et c'était aussi une occasion de renforcer les capacités de 120 femmes. D'abord, les apprendre sur leurs droits, aussi les aider à pouvoir commencer des activités génératives de revenus qui, par conséquent, vont contribuer à leur autonomisation sociale et économique. Ce projet a été bénéfique pour nous. Nous sommes indépendantes aujourd'hui grâce à ce projet. Nous souhaitons une nouvelle phase. Je tiens, au nom de l'ambassade, à adresser nos plus sincères remerciements à l'équipe de EFF Mali pour ce résultat probant. Votre travail inspire et il mérite de continuer. Ce projet d'une durée de 8 mois a permis de renforcer l'autonomisation des femmes, de mobiliser les hommes comme acteurs du changement et de poser les bases de communautés plus justes et plus sûres. Les zones d'intervention étaient la région de Koulikoro, Ségou, Bougouni et Koutchala. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, toujours au secours des Maliens de retour de Mauritanie. Une mission s'est rendue la semaine dernière à Kabou-Gadiaga, dans la région de Kaï, pour s'enquérir des conditions d'accueil et de la prise en charge de nos compatriotes refoulés. Bremedaou. Le village de Kabou-Gadiaga, dans la commune rurale de Soni, région de Kaï, continue d'accueillir par centaines tous les jours nos compatriotes expulsés de la Mauritanie. C'est dans ce cadre qu'une mission du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, conduite par le chef de la cellule de veille pour le suivi de la crise, s'est rendue à Kabou-Gadiaga. Le colonel-major Adama Tungara et sa délégation ne sont pas venus les mains vides. Ils ont remis 6 tonnes de riz au comité local de crise, avant de remercier les autorités villageoises et toute la population pour leur hospitalité aux Maliens en détresse. Notre présence à Kabou, c'est d'apporter l'accompagnement et toute l'assistance à nos compatriotes qui ont été refoulés de Mauritanie ces dernières 48 heures. Et aussi apporter un message du ministre au village de Kabou pour leur témoigner tout notre soutien. Depuis le début de la crise au mois de mars passé, le gouvernement de la République du Mali, à travers le département en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, n'a pas lésiné sur les moyens pour le confort moral de ses fils et filles du pays refoulés. Une cellule de crise a été mise en place, non seulement au niveau du département, qui se réunit tous les jours pour échanger sur le sujet et voir les dispositions à prendre. À chaque instant, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, apporte son soutien, non seulement aux autorités locales, mais aussi à nos compatriotes qui reviennent, à travers la mise à disposition de la logistique qui leur permet de rentrer chez eux. Au total, ils sont 546 à prendre la route pour rejoindre leurs familles respectives. La mairie de Sikasso, aux côtés des déplacés internes résidant dans la commune urbaine de Sikasso, ils viennent de bénéficier d'équipements de transformation d'oignons et de tomates, de quoi les faire oublier leur situation de précarité et les aider à s'insérer dans le tissu socio-économique. Compte rendu Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. La présente cérémonie de remise des kits est la suite logique d'une session de formation en transformation agroalimentaire initiée par la mairie dans le cadre de l'appui aux indigents de la commune urbaine de Sikasso. Ces soutiens, destinés à une cinquantaine de déplacés internes de la région de Mopti, viennent ainsi stimuler l'économie locale et réduire la dépendance de ces populations affectées par les crises sécuritaires. Ils vivaient à Mopti, dans cette région. Ils vivaient et ils avaient aussi leurs moyens de production. Arrivés à Sikasso, on a constaté que certains d'entre eux se livrent à la mendicité. Nous pensons que c'est une action qui amène la sécurité sociale d'abord dans notre commune. Sachant que Sikasso, c'est une zone de production par excellence, nous pensons qu'ils peuvent avoir du gain et pourquoi pas participer au développement de la commune. Ces kits sont composés d'ustensiles de transformation, des contenants de conservation, des sacs d'oignons et des caisses de tomates, le tout pour un montant de 5 millions de francs CFA. Une lueur d'espoir pour ses bénéficiaires, dont une dizaine de familles d'accueil de déplacés, pour se bâtir un futur plus stable et plus digne.
Nous sommes reconnaissants envers la mairie pour ces gestes. Ces équipements vont nous aider à nous reconstruire, d'avoir une source de revenus et d'être intégrés dans la société. Nous, en tant que famille d'accueil, on va aussi assister ces éléments pour qu'ils ne gâtent pas ces éléments et qu'on puisse les accompagner toujours pour que demain, ils ne tendent pas la main à autrui. À noter que la commune urbaine de Sikasso compte à ce jour 1449 déplacés internes des cercles de Badjangaga, Koro, Bankas et Douanzan. Ici, à Bamako, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé a tenu une conférence de presse couplée à l'introduction du vaccin contre le paludisme au Mali. Objectif, sensibiliser l'opinion publique, mobiliser les partenaires et rappeler que la bataille contre cette maladie évitable est loin d'être terminée. Le point avec Maïmouna Guindo et Abdul Salam Bambara. Le paludisme tue encore et il tue trop. 263 millions de cas, plus de 500 000 décès en 2024 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, plus de 3 millions de cas et 1638 décès confirmés dévoilés par la dernière enquête démographique de la santé. Ces chiffres font froid dans le dos. C'est pourquoi les autorités sanitaires veulent prendre le taureau par les cornes. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la maladie, les responsables sanitaires ont réuni la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Faire connaître à la population tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à la lutte contre le paludisme. Comme le savons tous, c'est la première cause de mortalité et de morbidité au Mali. Donc c'est l'une quand même des priorités de la politique nationale de santé ici au Mali. En 2024, selon le 10-2, ce fléau a constitué la première cause de morbidité avec 38% et de mortalité avec 27%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentaient les couches les plus affectées. La conférence de presse a aussi été l'occasion de présenter le tout nouveau vaccin antipaludique R21 Matrix 0. Avec une efficacité de 65%, il sera introduit de façon progressive dans le programme élargi de vaccination dans certaines régions pilotes avec 600 000 enfants comme cible. Ça fait 38 ans que la communauté scientifique travaille à mettre ce vaccin au point. Depuis les travaux en tube essai, comme on dit, au laboratoire, les travaux sur les cellules vivantes, les travaux sur les animaux, les petits animaux, les grands animaux, et finalement les essais cliniques chez l'homme, essais cliniques auxquels notre équipe a grandement participé, tant pour le vaccin RTSS que pour le vaccin R21. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée ce 25 avril. Le thème choisi pour la 18e édition est « Le paludisme s'arrête avec nous ». Réinvestir, réimaginer, raviver. Dianto ou encore Prends garde est une œuvre de la réalisatrice Soussaba Sissé, fille du célèbre cinéaste Souleymane Sissé. L'œuvre plonge le spectateur au cœur de la crise sécuritaire à laquelle le Mali fait face depuis 2012. Les cinéphiles de Bamako ont suivi hier soir l'avant-première du documentaire au cinéma magique Exa Babemba. Moussa Kamara nous en dit plus. Dianto est un documentaire de 90 minutes. Ce film est le troisième long métrage réalisé par Soussaba Sissé. À travers cette œuvre cinématographique, la réalisatrice décrit la crise qui sévit au centre du pays. Dianto, c'est un film qui parle sur la crise au Mali, spécialement autour des déplacés, des personnes qui ont été dégagées de chez eux pour se retrouver dans des camps de réfugiés, qui témoignent leurs difficultés et qui donnent leur vision du Mali et leurs solutions aussi pour s'en sortir de cette crise. Ces films exposent les causes sous-jacentes de ces conflits à travers des témoignages. Avant, une petite caserne de 50, 60 soldats tenait des endroits. Maintenant, des casernes de 500, 600, 700 personnes sont menacées d'être anéanties. Pour les cinéphiles qui ont effectué les déplacements, la relève est assurée. C'est la continuation dans la lignée familiale. Beaucoup de questions, beaucoup de témoignages
qui convoque la jeunesse d'aujourd'hui et les moins jeunes à s'interroger sur l'avenir du pays. Cette avant-première a été rendue possible grâce à l'accompagnement du département en charge de la culture. Dès que le projet a été présenté au département, on a beaucoup apprécié et nous avons accompagné le projet. C'est une œuvre qui est vraiment d'actualité. Parce qu'elle fait la situation de la crise au Mali sans complaisance. Après cette avant-première à Bamako, la réalisatrice Soussaba Sissé compte projeter les films Idjanto sur les sites des déplacés. C'est pour sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux cruciaux auxquels fait face le Mali. À Koutiala, le festival Mamala, dénommé Fête du Nampou ou encore de l'hospitalité, est célébré par les responsables du quartier Koko. L'idée est de contribuer au rayonnement des valeurs sociales, à la paix et au vivre ensemble. L'offre des beignets aux étrangers et des prestations d'artistes ont marqué le Nampou de Koko. Reportage Brima Kone et Amadou Dolo. Cette troisième édition du festival culturel Mamala, dénommé Nampou du quartier Koko de Koutiala, a tenu toutes ses promesses. Ainsi, le public a assisté à une démonstration du riche patrimoine culturel à travers la musique du terroir. Suivra l'offre des beignets de haricots aux étrangers, toute chose qui symbolise le Nampou. C'est un patrimoine immatériel Mianka, c'est la fête la plus importante du pays Mianka. Donc nous, on est fiers de ce Nampou-là. Nous pensons que la valorisation de ce Nampou peut contribuer beaucoup à l'apaisement du climat social. Le festival Nampou ou encore la fête de l'hospitalité est perçu comme un espace cultivant la paix, la cohésion sociale et la tolérance. Les plus hautes autorités ont pris la décision de dédier l'année 2025 comme année de la culture. Le Nampou est un puissant facteur de paix, de cohésion et d'entente. Ce patrimoine immatériel mérite l'attention de tous pour sa pérennisation. Le Nampou du quartier Koko de Koutiala traduit la volonté des initiateurs de faire de la culture un tremplin pour le développement. Cette activité culturelle participe largement au rayonnement culturel de Koutiala. Pour la circonstance, le thème choisi est la culture facteur paix et de cohésion dans la confédération des États de l'AES. Il est magnifié à travers des œuvres artistiques de haut niveau. Le chargé d'affaires Bakari Dambélé et le consul général du Mali à Paris, Tidjani Koulibaly, étaient auprès de la communauté malienne à Orléans. Une visite qui a permis aux deux diplomates de réaffirmer la disponibilité des autorités du pays à porter assistance aux Maliens où qu'ils se trouvent. Le reportage d'Undi Sissoko avec le commentaire de Adam Maïga. Ainsi, la communauté malienne d'Orléans accueille le consul général du Mali à Paris. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail du chargé d'affaires à Orléans et échanger avec les Maliens résidant dans cette localité. On a été satisfaisant. La visite a été bien passée. Toutes nos questions, on a tout évoqué. On remercie le ministre conseiller. À Orléans, ici, le consulat honoraire a un siège. Il y a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour satisfaire aux besoins de nos concitoyens. Je pars très satisfait de cette visite. Et la communauté malienne établie à Orléans qui accompagne, soutient le consulat honoraire et le Mali. La visite des locaux mis à la disposition de la communauté malienne d'Orléans et réalisée par le consul honoraire sur fonds propres a été le temps fort de cette cérémonie. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience les étalons U17 au palais de Koulouba à Kossiam. Le chef de l'État a félicité cette équipe nationale pour son parcours au Maroc et encouragé ses jeunes pour les défis futurs. Le reportage de Lassina Sawadougou. Les étalons cadets sont de retour.
Ils étaient en face du premier capitaine, le président du Faso. Comme de bons soldats, de bons VDP de retour de mission, ils sont venus rendre compte. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Une 4e place, des motifs de satisfaction, une qualification pour la Coupe du Monde, mais encore du travail à faire pour aller plus loin, avec la palme du plus beau but, tout en percussion. Excellence, avec votre autorisation, citer certains de vos propos. Vous disiez ceci. Combien de buts avons-nous marqués hors des 18 ? Et pour finir, vous avez trouvé la faille qu'il fallait un percuteur. Nos volontaires pour la défense de la patrie ici présents ont vite assimilé ces conseils et les ont mis en pratique. Et je crois que l'un des plus beaux buts de cette CAN, je ne suis pas le juge attitré, mais je crois que ça revient au Burkina Faso. En bon observateur, le président du Faso a décelé les failles de cette équipe. Il y a eu un moment donné où on a été déconcentré. Je ne sais pas si c'est l'ivresse de la victoire ou juste de la déconcentration, mais on s'est déconcentré, surtout le match contre nos frères du Mali. On s'est beaucoup déconcentré. Et donc ça, c'est une leçon que vous devrez apprendre. Lorsqu'il y a une compétition qui est engagée, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça qui fait l'expérience aussi. Donc vous avez appris ça à vos dépens et je pense qu'au cours du mondial, vous devrez travailler ça et rester concentré. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi salué les performances et l'état d'esprit qui a animé le groupe. J'ai beaucoup apprécié l'esprit collectif que vous avez su, vous, encadrement, cultiver en eux. Et donc je vous félicite pour ça. C'est très rare de voir des équipes compactes comme cette équipe. Tout le monde défendait, tout le monde, quand c'est au milieu, et se projetait très rapidement. Comme dans la guerre, l'un des éléments essentiels reste et demeure le mental. Voilà, il faut rester toujours serein, ne pas se décourager surtout. Et lors d'un match, des situations peuvent arriver, mais c'est le mental qui fait la différence entre les équipes. Si vous encaissez et que vous avez peur, vous perdez. On peut encaisser 2, 3 buts, mais il faut se battre. Il faut se battre. Tout est possible. On travaille beaucoup sur le mental, être très, très résilient, comme le peuple burkinabé. Le plus grand conseil que je vais vous donner, c'est l'hygiène de vie. Les étalons cadets savent ce qu'il leur reste à faire pour la suite de leur carrière et pour les échéances à venir. Au Niger, les éléments de Boko Haram ont mené une incursion dimanche dernier dans la ville de Kablewa, prenant 6 otages. La réaction énergique des éléments des forces de défense et de sécurité de l'opération Nalewa Dolé a permis la libération de tous les otages et la neutralisation de tous les terroristes dans la zone. Le gouverneur de la région de Difa est allé à Kablewa pour saluer les unités engagées pour cet exploit. Compte rendu à Aliou Ibrahim et Kabiru Abdou. Dans la nuit de dimanche à lundi, des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont effectué une incursion dans la ville de Kablewa dans le département de Gingimi en levant plusieurs civils. Réagissant promptement, les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de poursuite et d'encerclement permettant non seulement la libération de tous les otages, mais aussi la neutralisation de plusieurs assaillants. Aussitôt informés, nous avons jugé nécessaire d'effectuer le déplacement pour venir vous apporter d'abord les félicitations des plus hautes autorités de notre pays. Ça nous réjouit, ça nous rassure énormément. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus vous le dire de vive voix. La cohésion qui existe entre vous est la source de votre succès. La visite du gouverneur de la région de Difa a été également l'occasion de rassurer les populations locales. L'opération, elle parle d'elle-même. Donc, à ma personne de soldat,
nous ne jugeons pas. C'est la population qu'on sécurise, qui juge le travail qu'on fait sur le terrain. Et aussi la hiérarchie militaire. Cette incursion, bien que rapidement contenue, rappelle les menaces persistantes dans la région de Difa, mais démontre également la capacité de réaction rapide des forces de défense et de sécurité qui continuent de défendre le territoire avec courage et efficacité. De retour à Difa, le gouverneur et sa délégation se sont rendus au centre hospitalier régional de Difa pour s'enquérir de l'état de santé de l'unique blessé de l'opération. Et c'est ce qui met un point final à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain même heure, s'il plaît à Dieu.